Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Jade FM, il est 18h, nous sommes vendredi, c'est l'heure de l'émission Les mots de la musique en compagnie d'André Paul et de Jean-Pierre. Bonsoir André Paul. Bonsoir Jim. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jim. C'est un petit peu particulier ce soir, on en parlera tout à la fin de l'émission. C'est votre première émission réalisée entièrement en direct, donc félicitations. C'est après qu'il faudra nous dire ça. Mais je suis sûr que ça va très très bien se passer. Schubert, la dernière année de Schubert, nous continuons nos épisodes qui lui sont consacrés. Et on le retrouve en quelle année ? Eh bien, on le retrouve en 1822. Alors, je vous rappelle quand même qu'il est né en 1797, donc il a 25 ans. C'est une année très éprouvante pour lui, parce qu'il va découvrir qu'il est atteint de la syphilis. Et il va faire un très long séjour à l'hôpital, il va perdre ses cheveux, mais il compose. Mais ses traitements le fatiguent. Il a des difficultés à achever ses œuvres. On va retrouver après beaucoup d'œuvres non terminées. Alors que son inspiration lui suggère d'écrire de nombreux messages musicaux, car il sait que ses jours seront maintenant comptés. À l'époque, on ne guérit pas de cette terrible maladie sexuellement transmissible. Il a 25 ans et il va composer des symphonies, et notamment cette symphonie que nous écoutons depuis la prise d'antenne, qui est restée inachevée. Il n'en a composé que 2 mouvements, il n'y est jamais revenu, et ses éditeurs, plus tard, l'ont appelée la symphonie inachevée. Alors on va l'écouter un petit peu mieux. Eh bien, on écoute la symphonie inachevée qui nous accompagne effectivement depuis le début de cette émission. À tout de suite. Vous avez entendu, malgré les cours de Salieri qu'il avait suivis au conservatoire, ce conservatoire qui formait les chanteurs de la cour, et qu'il avait quitté car sa voix avait mué, les symphonies de Schubert ne ressemblent pas
aux symphonies classiques de Mozart. Vous vous rappelez, Salieri, c'était le concurrent de Mozart à la cour. Mais non, parce que Schubert, son idole, c'est Beethoven. Et on retrouve un petit peu dans ces symphonies le style de Beethoven. Et le romantisme de cette symphonie, comme le romantisme des symphonies de Beethoven, ça devient évident. Et pourtant, Schubert n'ose pas les proposer à l'éditeur. Mais, après la mort de Beethoven en 1827, tout change pour Beethoven. Il se sent porteur du message musical de son idole. Et sa musique libérée éclate dans sa splendeur. D'ailleurs, il compose, comme à ses débuts, un cycle de leader. On dirait qu'il recommence sa carrière. Vous savez, il a appris à chanter quand même. Et ce cycle de leader, ça s'appelle le voyage en hiver. C'est une suite de 24 leaders répartis sur 2 cahiers. Ils sont très différents du premier cycle de leaders qu'il a écrit. On en avait parlé. C'était la belle meunière, c'était le printemps, c'était la joie de vivre. Non, là, il est fatigué et il se sent découragé. Et quand il découvre les poèmes de Müller, il se dit, c'est exactement mon état d'esprit. Il se reconnaît dans le narrateur des poèmes dès qu'il découvre ces poèmes. Voyage et solitude sont les thèmes principaux, et ce qui appartient au bonheur n'apparaît que sous forme de souvenirs, d'illusions. Et d'ailleurs, alors que Schubert n'a jamais pratiquement quitté Vienne, sauf 2 étés, il est allé chez les Esterházy en Hongrie. Ce sont des nobles très importants de l'époque, et il donnait là des leçons de musique aux demoiselles. Ah oui, il est allé aussi en Haute-Autriche avec le baryton Vogel. C'est là qu'il avait créé la truite, par exemple. Mais ce premier cahier nous parle quand même de voyage. Je vous l'ai déjà dit, le voyage, c'est une obsession chez Schubert, mais un voyage pour nulle part. D'ailleurs, le premier mot du poème définit le narrateur comme un étranger. L'œuvre musicale est dans la tonalité du ré mineur. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est la tonalité funèbre très souvent utilisée par les compositeurs pour parler de la mort. Par exemple, il y a un trio élégiaque de Tchaïkovski, trio pour un très grand artiste qui est en ré mineur. Et on aura l'occasion de passer tout ça. Alors l'histoire de cette série de leaders évoque un étranger de passage qui bien sûr tombe amoureux d'une jeune fille. Ça, le monde est le monde. La mère envisage le mariage. Mais, comme le dit Schubert, l'amour aime l'errance. Et puis, je vous l'avais dit aussi lors de la dernière émission, depuis qu'il se sait malade, il n'ose plus croire en l'amitié ni en l'amour. Il a peur des séparations. Alors l'étranger poursuit son chemin dans la neige froide et glaciale. Et qui est cette jeune femme qu'il aime? S'agit-il de la comtesse Caroline Esterházy? Vous savez, elle a été son élève. Il l'a connue, elle était enfant, il lui a appris le piano. Il est resté quelques années sans aller la voir. Et là, il avait redonné des leçons à la famille Esterházy. Mais elle est comtesse. Et une comtesse ne peut épouser un musicien, fût-il génial comme Schubert, fût-il profondément amoureux comme il l'était. Alors, comme il sait, l'étranger continue son voyage, son errance, et refuse le repos à la fontaine, sous le tilleul. Près de la fontaine, un vieux tilleul poussait. Des branches, voilà lointaines, semblaient venir ces mots. Viens à la fontaine, c'est là ton doux repos. On va tout de suite écouter cette œuvre.
seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches Liebe fort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immerfort. Ich muss auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Magnifique. Très belle voix. Hein. Alors, il poursuit son chemin. Et dans le second cahier du voyage en hiver, second cahier qui a été composé fin 1827, le premier ayant été composé au printemps, on trouve un leader avec un nom un peu bizarre pour un leader, le poteau indicateur. Oui, mais qui nous dit ? Il me faut emprunter une route dont nul n'est jamais revenu. Oui, une route qui mène à un village où un vieux joueur de vielle, vous connaissez la vielle, c'est un instrument où on tourne une roue pour faire du vent. Un vieux joueur de vielle fait chanter son instrument. Étrange vieillard, dois-je aller avec toi? Veux-tu faire tourner ta vielle pour mes chants? Et oui, à travers ces mots, on devine qu'il sait où se situe le bout du voyage. Alors, fin 1827, il compose un trio piano, violon, violoncelle. Ce trio, il en compose 2, j'ai choisi le numéro 2. Ce trio est considéré comme l'une des plus belles pages de la musique de chambre. D'ailleurs, les cinéastes ne se sont pas trompés. J'ai compté qu'il avait été utilisé dans une quinzaine de films. Genre, je ne vous les citerai pas tous, mais notamment dans un film que nous avons revu à la télévision il y a quelques mois, Barry Lyndon. C'est l'histoire d'un jeune Irlandais au XVIIe siècle qui vient faire toutes les guerres de l'époque. D'ailleurs, dans ce film, les lumières étaient que des bougies pour garder l'ambiance. Une ambiance extraordinaire, très particulière, et avec un rendu cinématographique. Et des images superbes. Ah oui. Et l'andante de ce trio a été utilisée tout le long du film. Eh bien, le film a obtenu l'Oscar de la meilleure musique en 1975. Alors, nous allons écouter l'andante de ce trio, et dont le thème, ça, je l'ai appris en préparant l'émission, est inspiré d'une chanson suédoise. Je vous traduis quand même. Le soleil se couche. On va écouter tout de suite. Et je suis sûr que ça va rappeler énormément d'images à nos auditeurs.
Barry Lyndon, qui nous rappelle d'excellents souvenirs cinématographiques, et nous venons d'évoquer en studio, pendant que le morceau diffusait, un autre film, Tous les matins du monde. Et si je me souviens bien, c'était Guillaume Depardieu qui faisait ses débuts, me semble, au cinéma. Au cinéma, oui. Et je crois que c'était Jean-Pierre Mariel. Absolument, c'était Mariel en maître, de viol de gambe, d'ailleurs. Alors, ce trio numéro 2 de Schubert était donc joué par le trio Wanderer, que nous avons eu le plaisir d'accueillir au Concertino de Pornic il y a quelques années déjà. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il me semble. Il y a 2-3 ans. Au moins, oui. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai pas fait exprès, j'ai choisi le trio Wanderer parce que je les aime bien et que j'aimais bien leur interprétation, mais il s'appelle Wanderer, comme le Wanderer de Schubert. Ah. Comme l'errance. Comme Comme l'errance. l'errance, oui, ça veut dire c'est le musicien errant. Alors, cela nous amène en 1828, et là, un grand événement va se produire pour Schubert. Il décide de donner un concert à Vienne. Jamais il a fait ça. Il se fait connaître à Vienne un peu pendant longtemps dans des Schubertiades, c'est-à-dire des concerts qu'on donnait dans les salons. Il y avait des grands et des petits salons, c'était dans toute intimité. Et donc là, il est libéré, donc il se dit, je vais donner un concert et on n'y jouera que mes œuvres. Mais seulement, il n'est pas très très apprécié des Viennois qu'ils connaissent mal. Et puis à l'époque, à Vienne, il y a une tête d'affiche. Il y a le violoniste italien, le virtuose Paganini. Et la presse ne se déplacera même pas pour écouter les œuvres de ce jeune Viennois un peu mal fringué, un peu mal tourné. Voilà. Et pourtant, Schubert va donner ce concert pour fêter, ou tout au moins pour honorer, l'anniversaire de la mort de Beethoven. Et il le donnera donc le 26 mars 1828, un an après la mort de Beethoven. Alors, il propose sa symphonie numéro 9. L'inachevé porte le numéro 8, et il vient d'en composer une nouvelle qu'il appelle la Grande Symphonie, la numéro 9. Il vient de l'achever, il la propose. L'orchestre refuse. Trop longue,
trop difficile. Rare comme réaction. Ouais, c'est curieux, hein. Oui, mais bon. Bon, oui, mais il n'était pas très connu. On ne le prend pas à sa bonne place. Alors, on va y jouer son dernier quatuor, le numéro 15. Il l'a composé 2 ans auparavant. C'est pas mal non plus. On pourra l'écouter un jour. Mais nombre de ses œuvres, et Dieu sait qu'il en a composé à cette époque, ne seront connues qu'après sa mort. Ainsi, 10 ans après la mort de Schubert, nous sommes donc en 1838. Schumann étant né en 1810, si je compte bien, il a 28 ans. Il est en tout début de carrière. Je n'ai pas vérifié s'il était déjà marié, mais enfin, pas loin. Et il passe à Vienne. Et il a entendu parler de ce concert 10 ans auparavant. Alors, il va voir le frère de ce musicien Schubert. Et son frère lui dit, des œuvres de mon frère qui n'ont pas été éditées, il y en a plein là dans le carton. Montrez, dit Schumann, on peut voir. Alors on ouvre le carton, ça déborde. Et il prend une œuvre, la Grande Symphonie. Moi, si j'ouvre cette œuvre, j'y comprendrai rien, bien entendu. Mais là, il l'entend. En la lisant, il l'entend. Et il est ému, il dit, c'est pas possible, c'est extraordinaire. C'est pas Beethoven, mais c'est autre chose de nouveau, mais c'est extraordinaire. Ah, je peux l'emmener? Alors, que voulez-vous? Emmenez-le. Parce qu'il rentre à Leipzig, où à Leipzig, il y a un grand chef d'orchestre qui vient d'arriver, qui s'appelle Mendelssohn. Et cette œuvre va être créée à ce moment-là, donc vous voyez, 10 ans après la mort de Schubert. Alors, on va écouter le second mouvement de cette symphonie numéro 9. Alors, essayez de trouver ce rythme. On l'a déjà entendu avant, je n'ai pas osé vous parler en même temps que la musique, mais peut-être que je vous aiderai à le trouver pendant. On retrouve toujours ce rythme dans toutes les œuvres que Schubert a composées cette année-là. C'est le pas de l'errance. Alors, c'est 2 brèves, une longue. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et vous allez voir, on le retrouve bien à ce moment-là. On va écouter donc un extrait de la symphonie numéro 9 et en se concentrant sur 2 brèves, une longue. Voilà.
donc un extrait de la symphonie numéro 9. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et oui. Oh, et puis, c'est vrai, j'aurais pu vous mettre par qui elles étaient jouées, mais c'est vrai qu'elle est très bien jouée. Et pourtant, il est juste après le concert, ce pauvre Schubert va se réfugier, c'est bien le mot, chez son frère. Parce que sa santé s'altère, il n'arrive plus. Vous savez, il vivait un peu en errance lui aussi, il n'avait pas de domicile fixe. Il vivait chez les amis, mais là, il a besoin d'un grand repos et malgré cela, il continue à composer. Et Dieu sait qu'il en a composé pendant les derniers mois de sa vie. Ce concert, c'était en mars et il va décéder en novembre. En novembre, oui. Et pendant tout ce temps-là, il va composer alors des leaders. Le voyage en hiver, il va le finir. Ces dernières symphonies, il y en a même une qui ne sera pas éditée, qui ne sera pas jouée. Certains impromptus que je n'ai pas pu vous faire entendre parce qu'il faudrait y passer des heures. Son ultime sonate et le quintet pour 2 violons, un alto, 2 violoncelles. Toutes ces œuvres sont marquées par le rythme sans répit des pas du Wanderer, le voyageur. 2 brèves, une longue. Pam, 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 pam. Vous l'avez bien Une entendu. signature en quelque sorte, oui. Ce voyageur qui chemine dans une quête désespérée d'un ailleurs, sans cesse poursuivi, mais jamais atteint. Alors, je vous propose d'écouter le second mouvement du quintet pour 2 violoncelles. Alors, c'est 2 violoncelles, 2 violons plus un alto, qui n'a été édité qu'en 1853, bien qu'il ait été composé à cette période en 1828. Si vous rencontrez des musiciens chambristes, comme on dit, ils considèrent, et m'ont dit à juste titre, que cette œuvre est une des plus belles jamais écrites en musique de chambre. C'est de la musique de chambre, mais l'effet orchestral apparaît tout au long de l'œuvre. Quand vous prenez l'œuvre en route, vous vous dites, j'entends quoi là? C'est un orchestre. Et alors je vous préviens, cette musique, elle va vous faire planer entre le réel et le rêve. Tout au moins, c'est mon cas. Et je l'ai choisi volontairement dans une interprétation lente, parce que Schubert a recommandé toute sa vie, et on trouve ça sur toutes ses partitions, de jouer moderato, c'est-à-dire, il ne faut pas s'exciter à vouloir faire des prouesses de rapidité. Alors je l'ai choisi joué par le Quatuor Parisi, qui joue avec au second violoncelle Emmanuelle Bertrand, qui est une brillante violoncelliste française. On écoute donc le second mouvement.
Que dire après ça? Ben, On était tous les trois perchés, si j'ose dire. Alors tout à l'heure, vous parliez de planer, Oui, mais c'est planer. vrai qu'on s'est laissé complètement aller. L'enregistrement est excellent également. On peut très bien distinguer les respirations des musiciens. Et en tout cas, merci de ce choix. oui, alors, j'espère que j'ai ramené tout notre auditoire vers le sublime aussi. On n'en était pas loin en tout cas. Eh bien oui, et puis ben, Schubert s'est éteint en novembre, mais la veille ou le jour même, je ne sais plus, il a demandé, et il n'y avait pas de CD à l'époque, à ce qu'on fasse venir un quatuor, parce qu'il voulait écouter un quatuor de Beethoven, et pas n'importe lequel, numéro 14. Peut-être j'aurai le temps de vous en parler un jour. C'est un des derniers quatuors de Beethoven, et il n'y a pas des mouvements séparés, c'est toute une suite, et c'est vrai que c'est une musique un peu différente de d'habitude. Et peut-être est-il allé retrouver le joueur de vielle du voyage en hiver. On va peut-être l'écouter. On l'écoute tout de suite. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf den Eise wankt hin
à la sortie du village, se tient un vielleux. Avec ses doigts engourdis, il joue du mieux qu'il peut. Mais il n'en a que faire. Que le monde aille comme il veut. Il fait tourner sa vieille qui jamais ne se tait. C'était donc le... Je reste un peu sans voix. C'était le dernier morceau de cette émission consacrée à Schubert. On a fait un sacré voyage de découverte encore sur l'histoire de ce grand compositeur. Et oui, même moi, vous savez, en préparant cette émission, j'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple, tout à l'heure, quand on a débuté l'émission, j'étais partie parce que c'était la symphonie inachevée. C'est mon premier disque dur. D'accord. Je te l'ai pas dit, ça. J'avais 18 ans. Et j'écoutais pratiquement que ça parce que j'en avais Premier disque vinyle Vinyle, oui. Vinyle, d'accord. J'ai dit disque dur. Oui, enfin, on aura compris. Voilà. Ah oui, c'était mon premier. Donc ça m'a rappelé plein de souvenirs. Oui, mais ça se voit, vous avez... Il y a un petit peu d'émotion là tout d'un coup. Ah bah c'était le premier musicien que j'ai apprécié, c'est ça. Il faut reconnaître que Schubert est quelqu'un qu'on écoute quand même facilement parce que c'est tellement chantant que même si on n'est pas très sensible à la musique, je crois qu'on ne peut pas rester... insensible en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que ça a représenté, André Paul et Jean-Pierre, pour vous, cette recherche sur ces épisodes consacrés à Schubert? Est-ce que ça a été différent par rapport aux autres épisodes précédents? C'est-à-dire que, en fait, Schubert, c'est un musicien tellement extraordinaire que quand on parle musique classique, on parle de musique un peu recherchée, un peu élaborée, tandis que là, ça coule de source, quoi. On dirait qu'il nous parle. C'est une fluidité. On dirait qu'il nous parle. On dirait qu'il est là et puis qu'il raconte une histoire. Voilà. Et puis ça coule de source, tout simplement. La musique vient naturellement. C'est un compositeur d'exception, vraiment. De tous les compositeurs, je me demande si, pour moi, celui que je ne mets pas en haut. Tout en haut. Même avant Beethoven. Oui, peut-être. Certains, mais ça dépend un peu du... Beethoven est peut-être plus théâtral. Et Schubert, il a tellement écrit pour des petits concerts d'intimité que ça aussi, ça joue. C'est une question de sensibilité également, enfin, bien entendu. Ouais. Est-ce que ça vous arrive à tous les deux, enfin, avant de commencer ma petite série de questions, je voulais vous féliciter en toute honnêteté pour cette première émission réalisée en direct. Donc par rapport aux émissions qu'on a l'habitude de réaliser ensemble, qui elles sont enregistrées, là ça y est, on est parti en professionnel de la radio et on a donc basculé on-air dans notre langage, c'est-à-dire que la moindre petite erreur passe directement en antenne et pourtant il n'y en a pas eu. Ah non, il n'y en a pas eu. On avait un peu peur quand même. C'est vrai? Non, on n'avait pas peur. Et par exemple, non. Je vais vous faire un aveu, maintenant je peux vous le dire, je le dis même en antenne. J'ai réécouté l'émission, la première émission sur Schubert. J'ai eu un lapsus à un moment. J'ai dit qu'il avait composé en 1790, et qu'il était le roi du Lied en 1797. Il est né en 1797. Il ne pouvait pas encore être le roi du Lied. Vous savez, si on se réécoutait tous les soirs, par exemple, sur tout ce qu'on a pu dire dans la journée, on commencerait à corriger pas mal de choses. Des sueurs froides. Est-ce que ça vous arrive à tous les deux d'être en désaccord sur, bien entendu, je parle musicalement parlant, sur le choix d'un compositeur ou la manière d'avancer Jamais. Jamais. Non. Jamais. Non. Jamais. C'est curieux, mais c'est comme ça. Moi, par exemple, c'est-à-dire que ça fait si longtemps qu'on écoute de la musique classique. Ensemble. Ça fait si longtemps qu'on assiste à des concerts. On était très jeunes, jeunes mariés, etc., même avant. Donc on a pris l'habitude d'apprécier les choses ensemble, et ce qui fait que c'est venu tout naturellement, quoi. Ce qui fait qu'on n'a jamais, disons, de réactions différentes, quoi.
Je crois Alors, pas. par exemple, là, quand on choisit les morceaux, quand j'écris le texte, je choisis les morceaux. Puis, bien sûr, il vient derrière voir ce que j'ai écrit. Il me dit jamais pourquoi tu as pris ça et pas autre chose. On est toujours d'accord. Probablement aussi que ce sont les morceaux qu'on a préférés de Schubert. Vous voyez, parce que l'œuvre de Schubert est tellement vaste. Un des gros problèmes que j'ai eu, ça a été de choisir les morceaux. De choisir, oui. Ouais. Quand on pense qu'il est mort jeune quand même, alors on pourrait imaginer qu'est-ce qu'il aurait pu produire s'il avait vécu plus longtemps. 31 ans quand même. C'est quand même fabuleux. En tous les cas, voilà, encore un épisode des mots de la musique consacré à Schubert qu'on a réalisé ensemble. On en a parlé tout à l'heure, on va rediffuser pendant 2-3 semaines des épisodes que nous avons enregistrés auparavant parce que arrive dans 2-3 semaines, alors là un monument de la musique qui nécessite beaucoup de travail. Oui, beaucoup d'assimilation pour écrire. Enfin, je reste modeste, mais j'essaie quand je vous parle de Schubert, de vous faire comprendre un peu son caractère, sa vie. Je n'ose pas vous faire comprendre ses œuvres, c'est trop difficile et c'est trop personnel. Mais pour comprendre, il faut se mettre un peu dans la peau du personnage. Et c'est vrai que avec Mozart, c'est un gros morceau. Ça y est, on a lâché le nom, c'est donc Mozart. Oui, mais il y aura d'abord Haydn parce que Mozart doit aussi beaucoup à Papa Haydn, comme il disait. Très bien. Nous entendons le piano de François Dumont, générique de cette émission. Oui. Merci infiniment André-Paul et Jean-Pierre de votre présence une fois encore dans les studios de Jade FM pour présenter cette émission Les mots de la musique. À très très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci.